travail, ça a toujours été d'abord un discours, c'est-à-dire quelque chose dont on parle avant d'être une réalité concrète. Bien sûr, derrière le discours, il y a quelque chose de concret. Mais alors, à l'heure actuelle, on arrive à une situation de crise assez extraordinaire parce qu'on s'aperçoit que le travail, d'une certaine façon, il n'y en a plus. Et qu'en même temps, plus que jamais, on tient des discours sur la nécessité de travailler toujours plus, alors qu'il n'y a pas de travail. Et je dirais que il faut être assez clair sur le travail, parce que toute l'idéologie dominante nous a donné à voir le travail comme une réalité en quelque sorte naturelle, une réalité naturelle, universelle et transhistorique. Bon, ce qui est absolument faux. Les anthropologues nous ont appris qu'il y avait des quantités de sociétés qui ignoraient totalement le travail. Or, le travail est une construction idéologique. Je crois qu'à l'origine, le travail en tant qu'activité subordonnée, pénible, dépendante et permettant de gagner sa croûte, en fait, c'est le travail salarié. Et le travail salarié est une invention de l'économie moderne, ce qu'on appelle plus brutalement le capitalisme. Et ça a été au fond mis en place comme un outil de propagande, d'abord de la bourgeoisie, pour évacuer l'aristocratie, la noblesse, en disant vous les aristocrates, vous êtes des oisifs, vous foutez rien, vous n'avez donc pas le droit à la richesse et au pouvoir, tandis que nous, les bourgeois, c'est nous qui produisons la richesse des nations, pour parler comme Adam Smith, et par conséquent, nous revendiquons notre juste place au soleil, et c'est la Révolution française. Le plus plaisant dans l'histoire, c'est qu'au fond, les bourgeois eux-mêmes ne travaillent pas. Ils font travailler les autres, c'est-à-dire ils font travailler les paysans chassés de leurs terres qui deviennent des prolétaires et qui s'embauchent dans des usines. Et alors là, ils les font travailler, ils les font même travailler énormément, de 18 à 20 heures par jour, dans les moments les plus délirants du capitalisme, que nous sommes d'ailleurs en train de retrouver à l'heure actuelle, au moins dans les pays du sud-est asiatique. Si on n'était que des êtres de besoin, il y a longtemps qu'on aurait résolu tous les problèmes de besoin des hommes. Mais le plus prophétique, c'était Aristote. Il disait, il y a deux catégories de biens humains. La première catégorie, c'est les biens que les hommes créent pour satisfaire leur bien-être et le bien-être de leur communauté. Et la deuxième catégorie, c'est les biens que les hommes créent pour des logiques de gain et de profit. Et Aristote de dire, quand le monde passera de la première catégorie des biens de bien-être pour soi-même et sa communauté à la catégorie 2, les biens pour le profit et le gain, il n'y aura plus de limite, disait Aristote, à l'accaparement du pouvoir et de la richesse. Il faut insister lourdement sur la sensation de l'indignité au travail maintenant, c'est-à-dire que les gens font un travail de cochon. Ils le disent, ils nous le racontent. Aussi bien l'ouvrier à la chaîne qui est obligé d'aller trop vite et de faire un travail de mauvaise qualité qu'on va lui reprocher après, mais n'empêche qu'il est toujours évalué à des indices quantitatifs. Mais maintenant, ça touche les populations, comme le secteur maintenant, par exemple, paramédical ou médical. On peut vous dire que les médecins aussi sont évalués à ça. Nous, on aime bien donner, parce que vraiment, c'est l'amplitude de l'horreur, l'exemple des maisons de retraite, avec l'articulation des quotas, parce que la France a quand même le pompon de la compression maintenant des effectifs. On a l'habitude de comparer, vous voyez, pour 10 grabataires alzheimérisés dans une maison de retraite, en Allemagne vous avez 8 salariés, en France vous en avez 4. Nous, quand même, notre but, c'est de prévenir le stress, d'agir sur les conditions de travail pour pas qu'il y ait de stress à gérer, justement. Et là, on sent bien qu'il y a un gisement économique pour, moi je critique personne, mais enfin une quantité de personnes, de groupuscules, qui vont vendre
de la gestion du stress. Ça évite de se pencher sur les vraies raisons du stress, et parce que ça incriminerait les conditions de travail, et en particulier, moi je suis bien placé pour le voir, parce que j'ai une grosse structure de préparation de commandes directement liée avec la grande distribution en produits frais, cette espèce de ligne rouge qui est mise devant les préventeurs, qui limite notre action pour tout ce qui est les cadences, les normes de productivité, où là il ne faut pas y aller, docteur. On ne peut pas critiquer ça. Vous mettez, ça m'a été répondu récemment, vous mettez en cause la productivité du site. De nombreuses études, je pense à celle menée par l'Agence européenne de santé et de sécurité au travail, qui dépend de la Commission de l'Union, a indiqué par exemple que la moitié des journées de travail perdues dans l'Union sont plus ou moins directement liées à des problèmes de stress. Perte de productivité, démotivation, conflits, maladies, ont un coût économique. Et on estime ce coût, dans un pays comme la France, ça a été publié par l'INRS, on l'estime environ 1 milliard d'euros par an. Dans un pays comme la Grande-Bretagne, c'est 2 à 3% du PIB. Ce sont des coûts considérables. C'est un coût qui interpelle d'une certaine façon les entreprises. Et certaines entreprises, dans les pays d'Europe du Nord, en Finlande, ont vraiment intégré cet aspect économique. Et leur démarche est autant humaine qu'économique. Par exemple, ils estiment que lorsqu'on s'intéresse aux problématiques du stress, quand on dépense de l'argent à mener des actions contre le stress au travail, eh bien ce coût qu'on investit, un retour sur investissement considérable. Nokia, par exemple, en Finlande, a estimé que le retour sur investissement est de 1 sur 3. Chaque fois qu'on dépense 1 euro à lutter contre le stress, eh bien ça évite d'en perdre 3. Et donc évidemment, vous voyez que cette démarche n'est pas simplement approuvée par la médecine du travail, mais est approuvée par la direction et par les actionnaires. Donc évidemment, j'allais dire, tout ça est très antinomique, mais on voit quand même comment se profile dans certains pays, je pense beaucoup à l'Europe du Nord là-dedans, une approche gagnant-gagnant. C'est-à-dire gagnant pour les individus, qui bien sûr vont voir leur bien-être s'améliorer au travail, le stress émotionnel, la santé ne pas, j'allais dire, être remise en question par le travail, ou en tout cas moins, et bien entendu, un aspect économique et financier, c'est-à-dire un aspect de productivité et de coût pour l'entreprise. Et nous, on pense que ce coût de la santé, des atteintes à la santé liées au travail, coûte très très cher à la Sécu, et que une mise en place de la prévention, alors au niveau des euros, je ne suis pas capable de vous répondre, mais une mise en place de la prévention au niveau économique de la Sécu, tout bonnement, ça serait très très efficace. On voit bien en partie d'où vient le trou de la Sécu. On voit énormément d'atteintes liées au travail. Je lisais tout à l'heure une enquête de la Sécu, une enquête un petit peu cucu, mais qui quand même ramenait que 42% des consultations étaient liées à des atteintes liées au travail. C'était quelque chose comme ça, mais nous on sait que c'est un coût très important. On est censé utiliser un tiers de notre temps à travailler sur les conditions de travail. On le fait, mais aller dans l'entreprise, voir les locaux, si c'est pour voir les locaux, ça pose aucun problème. À partir du moment où on remet en question réellement les conditions de travail et l'organisation de travail, là on se heurte à des problèmes énormes. C'est très difficile de parler justement d'organisation de travail et de mettre en relation, nous, ce qu'on constate au niveau de nos consultations et les conditions réelles de travail. C'est très difficile de mettre en relation ces deux choses. Parce que tout de suite, c'est un petit peu le déni, il faut pas aller au-delà de ça. Ce qui est terrible, alors, le paradoxe, il est là. Et ça, on a vu dans le bois. C'est pourquoi j'ai parlé marge de manœuvre tout à l'heure, un effet système. C'est que le pli est pris. Le fleuve
le courant est très fort. Donc il y a quand même une circonstance atténuante de ces jeunes dirigeants qui viennent. C'est pas des salauds. C'est pas tous des salauds. C'est pas. Ils sont obligés avant de prendre le fleuve de ce côté-là. On a l'impression que le système, il est tellement fort et formate que même ceux qui nous dirigent maintenant, ils ne savent pas faire autre chose que ce qu'ils proposent. Flexibilité encore. Flexibilité contrainte. Voilà. Eh ben, voilà, on est là dans cette interrogation. Il ne peut pas ne pas se passer quelque chose. On est en train de bousiller des gens. Ce que les gens s'imaginent, on perd en croissance, on perd en PIB, la France perd son rang, ça ne veut rien dire. On est en train de démolir des hommes, des gens, des individus. On est en train de foutre un pays en l'air au niveau de sa structure sociale, c'est vrai, mais intellectuelle, mentale. On détruit du monde, on fabrique du malheur. Et le malheur, Hugo disait, faites les gens heureux, vous les ferez meilleurs. Moi, je peux vous dire une chose, je ne veux pas paraphraser Hugo, je ne me le permettrai pas. Faites les gens malheureux, vous les ferez haineux. Et on le retrouve, ça, c'est pas un hasard. Si la délinquance, elle est non pas en majorité maghrébine, d'immigration, mais qu'elle est en majorité de misère. Et elle sera toujours de misère. D'ailleurs, je parlais d'Hugo, il n'y a qu'à relire Les Misérables, il n'y a qu'à relire les discours politiques d'Hugo, qui à l'époque était un type engagé, il disait aimer, c'est agir. Il n'y a qu'à relire ses discours politiques et on s'apercevra, quand il dénonçait ce qu'il avait trouvé dans les rues de Lille, de Rouen, ailleurs, on en est revenu là. C'est pas avec les menaces sur les RMI, moi j'ai été contrôlé par les allocations familiales pour le RMI, j'ai reçu une convocation, enfin une information, le samedi matin pour me donner un rendez-vous le lundi chez moi. Enfin, et si je suis pas là le lundi, j'ai appelé la dame, le matin elle n'était pas là, j'ai eu son service, après des difficultés homériques, ça tient de là. Elle m'a rappelé sur un portable quelconque, évidemment, et elle me dit, mais comment ça se fait que vous ne pouvez pas me recevoir? Mais je lui dis, parce que j'ai des rendez-vous, madame. Et comment pouvez-vous avoir des rendez-vous? Sous-entendu, vous êtes au RMI, donc vous ne foutez rien. Alors qu'on me demande de bosser tout le temps. Mais je lui dis, j'ai plein de rendez-vous, madame. Mais elle me dit, et moi, je suis bien obligé d'organiser mon agenda. Et je dis, la différence entre vous et moi, madame, c'est que moi, quand je prends un rendez-vous, je le prends avec la personne. Je ne le prends pas tout seul. Ce qui fait que les rendez-vous que j'ai, ils sont aussi importants que les vôtres. Elle me dit, écoutez, vous êtes insolent, monsieur. Ah, je lui dis, je suis insolent. Et je lui ai sorti, quand elle est venue, je lui ai sorti le dictionnaire, je lui ai mis sur la table, je lui ai dit, on va commencer par une chose. La définition d'insolence. Dans insolent, il y a un rapport de supérieur à inférieur. Elle me parlait comme un inférieur. Et cette dame-là, quand elle est descendue de sa voiture, je lui ai dit, madame, vous avez deux possibilités. Ou vous respectez ma dignité, on s'assied, ou vous ne respectez pas ma dignité, vous remontez dans votre voiture et vous partez. Parce qu'autrement, ça se passera physiquement mal. Parce que là, j'en suis là, je ne me laisserai pas faire. On ne parle jamais des chômeurs. Quand j'entends chômeur, attention, je ne dis pas le demandeur d'emploi exclusivement inscrit à la NPE. J'entends le terme de la personne qui passe du statut de chômeur indemnisé par les ACD, qui peut être à un moment donné salarié, à un moment donné un contrat emploi solidarité, à un moment donné en formation, qui peut repartir au RMI. Enfin, le chômeur, c'est pour moi, c'est ce terme où il n'y a pas l'emploi, il n'y a pas le travail, il n'y a pas, on passe de dispositif en dispositif. Et ça, c'est insensé aussi. C'est insensé. On a combien de... Là, une personne en 3 ans, elle peut passer sur 4 dispositifs. Comment voulez-vous qu'elle s'y retrouve? Quand les TUC sont arrivés, le patron a eu l'idée de faire remplacer les plus vieilles. C'est pas arrivé d'un coup, hein. Il a mûrement réfléchi son truc et a profité d'une saison d'hiver très très lamentable pour mettre les gens au chômage économique. Donc toutes les plus vieilles, ils ont gardé les plus jeunes et ils ont viré, on était 5 ou 6 de plus de 30 ans, ou plus de 40 ans aussi. On nous a licenciés économiques. Quand je me suis trouvée licenciée, j'ai eu
dans un premier temps, le sentiment d'une grosse injustice, parce que je savais ce que ça voulait dire, que notre chômage économique, c'était pas vraiment une difficulté économique de l'entreprise, mais c'était vraiment un plan prévu pour après et pour nous remplacer. Donc là, j'étais très révoltée. J'ai mis mes patrons au prud'homme pour des raisons d'indemnité de licenciement qui n'étaient pas justes. Et j'étais très révoltée. Et puis, au bout de, même, je dirais une semaine, en gros, j'ai commencé à me sentir mais tellement bien par rapport à ce boulot dégueulasse, par rapport à ces cadences infernales. Il faut voir dans les hôtels les boulots que les femmes de chambre, elles font. Un quart d'heure pour faire une chambre, et il faut voir la chambre, si elle est à peu près propre, ça va, mais si les touristes qui sont là, et les gens de passage qui sont là, on fout le bordel partout, un quart d'heure, c'est pas possible. Donc il y a un stress permanent dans ce boulot, puis une fatigue du dos, après on n'a plus vraiment envie de rien foutre. Et je me suis retrouvée, en me levant le matin, je commençais à 6h30, à 7h30, 8h, c'était le pied, 8h. Oh là là, c'était le pied, le déjeuner tranquille, la vie retrouvée en fait. En fait, j'étais vraiment, pas au paradis, mais pas loin, par rapport à la situation que j'avais vécue. Il faut que chaque être humain, la libre entreprise doit exister au niveau de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que dans ce que l'on mise dans un lien social, il faut qu'on en retire quelque chose. Il faut qu'on en retire de la libido. Et si on n'en retire pas de la libido, il faut qu'on en retire au moins des objets avec lesquels on va faire de la libido. De l'argent, où on va pouvoir s'acheter ce qu'on veut, etc. Ou alors le goût au travail. C'est pour ça que c'est extrêmement important que quelqu'un choisisse un travail. Même s'il est chômeur, il faut absolument accepter qu'il refuse tel ou tel travail. Il faut accepter que ce soit dans son orientation, de là où il a le goût à ça, le style. C'est important, c'est ravageant que de dire « Oh non, de toute façon, il n'y a que ça, vous n'avez pas à choisir. » Bon, allez, passez ce questionnaire. Je vais vous faire passer ce questionnaire pour voir toutes vos capacités, etc. Et en fonction du profit que j'aurai établi, je vous proposerai ça ou ça. Si on se met à fonctionner comme ça, c'est un meurtre du désir humain. C'est un meurtre de la personne humaine. On la ramène, on fait rentrer la personne humaine dans un canevas de capacités. On l'a mis dans une case, on dit plus ou moins ceci, cela, etc. Dans une somme de capacités par rapport à quoi il n'y a pas la dimension affective, subjective ou libidinale. Ça ne pourra pas tenir. Le peu que j'ai travaillé, pendant 9 mois aux AGF, j'étais dans un service où on recevait les appels téléphoniques qui n'étaient pas reçus dans les services de traitement des dossiers pour le remboursement des sinistres. Et notre but, c'était de faire patienter les gens pour que, en fait, l'assurance n'ait pas à les rembourser. Alors voilà en quoi on peut être payé, voilà ce que c'est que le travail. Dans ce cas, c'est un déshonneur, quoi. Enfin, on agit contre les personnes avec qui on partage les mêmes conditions, au bénéfice de personnes qui sont de toute façon là pour vous écraser et vous licencier à la première occasion. Le travail dans ces conditions, je refuse. Donc je n'ai pas à me soumettre à ces conditions-là. J'ai été convoqué là-dessus à une réunion de la mission locale RMI, qui est un peu le tribunal des RMistes. Et je me suis pointé, ça a commencé comme ça, je me suis excusé d'avance, je leur dis, m'en veuillez pas si j'ai le sourire, c'est parce que je pense qu'il vaut mieux avoir le sourire que d'être triste, et prenez pas ça pour de la provocation, je suis content de continuer à vivre, mais n'imaginez pas que je sois satisfait d'être au RMI. Et les gens n'ont pas du tout compris ce que je voulais dire. Bon, je crois qu'ils étaient loin de comprendre, d'être à ce niveau-là où j'en étais moi, parce que je commençais à avoir de l'expérience. Et je leur ai demandé de se présenter. Il y avait 8 personnes, je crois. Et là, on m'a dit pourquoi. J'ai dit attendez, je ne sais pas, moi je rentre, je suis tout seul. Vous connaissez mon nom, mon prénom, mon adresse,
mon CV, mon pédigré, le nom de mes parents. Moi, je ne sais pas qui vous êtes. Je crois que ce n'est pas un tribunal, on est censé être ensemble. Alors, je veux savoir qui j'ai affaire. Alors, les gens se sont présentés, mais ceux qui étaient des stagiaires qui venaient de la préfecture, ils ne voulaient pas donner leur nom. Et j'ai vu que ça les embêtait de donner leur nom. C'est-à-dire qu'ils donnaient leur fonction, mais ils ne voulaient pas donner leur nom. Ils commençaient à avoir peur des représailles. Je pensais que c'était ça. Et je pense maintenant que j'avais pas tort. Et donc, il a fallu que j'insiste pour avoir le nom des gens. Et ils me l'ont finalement donné tous. Et ça a mis une mauvaise ambiance. Et j'ai dit, dès le départ, bon, je suis très gêné, parce que là, il y a vous qui représentez le RMI, alors, préfecture, représentant du sous-préfet, direction du travail, les associations de l'insertion qui étaient consultantes, le conseil général avec le conseiller général du coin. Tous ces gens-là étaient vraiment visiblement à l'aise, et je leur ai dit, mais c'est un problème, il y a le RMI, il y a le conseil général, bon, il y a toute la clique, pas de problème, l'État, c'est tout à fait logique, mais il manque quelqu'un. Le gars me dit, ah bon, qui? Il regarde autour, il se dit, il y a quelqu'un qui n'est pas venu, et je dis, non, il manque l'employeur. Pourquoi mon ancien employeur n'est-il pas là? Il me dit, mais pourquoi faire? Ben, j'ai écouté, si je suis au RMI, si j'étais auparavant aux ACEDIC, c'est bien parce que j'ai été licencié d'un travail que j'occupais. Alors, on est plusieurs dans l'affaire. Il y a vous qui versez la chose, qui contrôlez, ce qui est parfaitement normal. Il y a moi qui subis un peu et qui bénéficie, bon, peut-être, mais l'employeur, ou le représentant des employeurs, la chambre de commerce, des métiers, qui vous voudrez, il faut qu'ils soient là, parce qu'ils sont concernés, ce sont quand même les premiers responsables. Et là, on est parti dans un truc assez délirant, où la secrétaire du préfet en tailleur Chanel m'a dit que je me pavanais pendant que ma femme était en CES. Je lui ai dit qu'elle avait fait une remarque sexiste. Et j'ai commencé par leur dire, écoutez, pourquoi je suis là? C'est parce que j'arrive à vivre avec le RMI, malgré le RMI. Et ils me disent, mais comment vous faites? Alors je leur dis, savez-vous combien il y a de feuilles de papier toilette dans un rouleau? Alors là, j'ai commencé à avoir des yeux éberlués, ils se sont dit, ça va descendre dans le scato, c'est un pauvre, donc ça va forcément être vulgaire. Et c'était ça, hein, c'était vraiment ça. Et je leur dis, moi je le sais parce que j'ai compté. Parce que quand on est au RMI, il faut tout compter. Mais tout. Je sais qu'il y a 200 feuilles en moyenne dans un rouleau de papier toilette. Donc quand je regarde les prix, bon, je sais comment ça fonctionne. Et je dis, je répare ma voiture moi-même, je répare mon lave-linge moi-même, je répare mes gouttières moi-même, j'entretiens tout moi-même. Je ne fais plus appel à personne. Et je survis parce que pour le moment, j'ai pas d'autre solution. Mais vous devriez prendre exemple, parce que c'est intéressant. Peut-être qu'il y a moyen d'utiliser ça pour permettre aux gens de rester en bonne santé. Parce qu'il y a une chose que j'ai sauvegardée, c'était mon intégrité intellectuelle. Donc, ça veut dire quoi? Si je suis en bonne santé mentale, ça veut dire que si on me propose un travail, et je peux le faire demain matin. Et là-dessus, le gars de la préfecture, enfin de la direction du travail, me dit, oui, alors si je vous propose une place de laveur de carreaux dans une entreprise de nettoyage à Auxerre, est-ce que vous acceptez? Je dis, écoutez, vous savez qu'Auxerre, c'est à 70 km de chez moi. Et puis, question, pourquoi une entreprise de nettoyage? Ah oui, ce qu'il vous faut, c'est un travail dans une société multinationale à 150 000 francs par mois. Je lui dis, c'est curieux, vous avez une notion des fourchettes qui me dépasse. Mais je lui dis, ce que vous voulez, c'est que je vienne ici, que je baisse la tête, que je dise oui monsieur, merci monsieur, et que je m'en aille et que dans l'escalier, comme d'autres gens que j'ai pu voir ailleurs, parce que je ne voulais pas dénoncer ceux qui m'avaient vu, je vous traite d'imbécile et d'enfoiré. C'est ça que vous voulez. C'est que devant, je sois tête baissée et que dehors, je puisse dire ce que je veux, mais que devant, je vous respecte et que je m'allonge. Et je dis, ça, vous ne l'aurez pas. Parce que ce n'est pas moi le coupable. C'est le système, c'est d'abord les employeurs. Et quand vous aurez remis les vrais responsables à leur place, moi, je pourrais avoir une attitude équilibrée. Mais là, pour le moment, je me défends pour survivre. Et ça, ma dignité, vous ne l'aurez pas. Il y a le discours du reproche, de la culpabilité par rapport à ça, mais ce n'est qu'un discours qui est fait pour accentuer la culpabilité et pour empêcher le sujet d'aller chercher du travail et de s'en tirer. Parce que c'est une culpabilité dans laquelle le RMiste, il va se fixer, il va être libidinalement fixé à ça, il va en éprouver une jouissance morbide. Et cette jouissance morbide lui procure quand même un semblant d'identité sociale. Alors la culpabilité forcenée, non seulement ne va pas lui permettre de s'en tirer,
mais va le fixer encore plus là-dedans. Tu fous rien, tu dépends de moi, et le fait de le dire et de le rabâcher va encore plus fixer le sujet là-dessus. Je me sens, oui, coupable vis-à-vis de la société parce que je suis assistée depuis des années. On me l'a reproché à droite, à gauche. Il y a des gens qui me disent tu t'en fous. Non, je m'en fous pas. Je vis aux dépens des autres, c'est vrai, qui sont. Je suis à la charge des autres et ça ne me plaît pas du tout. C'est un. Comment on appelle ça? C'est un poids, c'est une charge. On se sent, surtout quand on a. Je ne vais pas parler de l'âge à nouveau, mais c'est une. C'est une corvée que d'être en quête toujours d'un travail, d'un CDI, d'un machin. Même à mi-temps, je m'en fiche, à temps partiel, mais un salaire honorable, entre guillemets, mais qui tombe tous les mois, auquel je m'attends, avec un travail qui me plaise assez, pour que je sois compétitive. C'est dans le psychologique que ça travaille le plus chez moi. Parce que si je travaille, j'ai peur de toujours mal faire, voilà. C'est mon problème majeur, c'est d'avoir peur de mal faire, et vis-à-vis des gens qui sont beaucoup moins instruits peut-être que moi, mais je m'en fiche, ils ont plus de capacité au point de vue physique. Et puis ils vont plus vite, ils sont déjà formés, ils sont déjà dans le lot depuis des années, et bon, moi j'atterris là, j'atterris souvent dans des boulots auxquels je ne suis pas prête. Oui, je me sens responsable de cette situation parce que je la choisis actuellement. Mais quand j'ai été licenciée, je ne me suis pas sentie responsable. Et le fait d'avoir perdu mon travail, je ne me sens absolument pas responsable d'avoir perdu. Ce n'est pas moi qui ai perdu mon travail. On me l'a enlevé. C'était pas la joie. J'aurais certainement trouvé autre chose. J'y pensais profondément. Mais ce n'est pas moi qui suis partie. Donc j'ai absolument aucune honte et je me sens absolument pas coupable d'avoir qu'on m'ait enlevé mon travail. Parce que je dis, moi, on m'enlève mon travail. Je dis pas, j'ai perdu mon travail. C'est pas moi qui fais l'action. Et c'est ce qu'on veut faire, ce que je sens dans la société, dans l'administration. Je sens qu'on essaye de faire peser sur les gens qui sont au chômage le fait qu'ils ont perdu leur travail, que c'est de leur faute. Et que s'ils ne trouvent pas de travail, c'est parce qu'eux n'en trouvent pas. Alors qu'en fait, c'est qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde. Tous les lundis, j'allais à l'ouverture de la NPE et la NPE ne m'a jamais rien trouvé en 10 ans. Moi je trouve que ça dégénère parce qu'il y a plus de pression qui nous sont faites. On a l'épée de Damoclès de la fermeture de toute notre industrie lourde qui fait qu'on accepte des choses, qu'il faut que pour que l'usine continue à tourner, il faut que quand on fait un arrêt de réparation, il faut que ce soit le plus court possible. On est de moins en moins nombreux pour faire tourner les machines. Ça crée un climat nerveux, stressant, qui fait qu'on va vers des accidents, et ça c'est clair. On le sent quand il va y avoir un accident qui arrive. Et à tous les coups qu'il y en a eu, et des graves, avant, je sais pas, je vais pas dire qu'il y a des prémonitions, mais tu sens dans l'ambiance que ça va mal finir, quoi. Et il y a presque toujours un accident. C'est comme par exemple quand il y a un plan social. Quand il y a un plan social dans une usine, on dit « Oh, ça se passe bien, il y a des pré-retraites, tout le monde est muté, il n'y a pas de chômage ». Outre le fait qu'il y a toujours un peu de chômage, il y a, enfin, même quand ça se passe pas trop mal, il y a quand même un mec ou une femme qui se suicide. Chaque plan social, il y a un suicide au moins. Même quand ils disent que ça se passe bien. La tension est énorme. Je peux vous dire que le matin on se lève en pensant au loyer qu'on doit payer, le soir on se couche en pensant au loyer qu'on doit payer. J'ai 2 enfants, 2 filles, et c'était vraiment ma hantise, c'est le loyer. Plus que même de dire de manger ou autre, c'est pouvoir payer le loyer, être sûr de ne pas se retrouver à la rue. Ça vraiment, c'est la chose qui m'a obsédée. Et mes filles, pareil, hein, elles sont vraiment très marquées. Maintenant que j'ai un salaire, mon aînée me dit, et je me suis aperçue il y a quelques mois, qu'elle met son argent de poche de côté pour s'acheter un studio quand elle sera adulte. C'est devenu vraiment la hantise.
En tant que psychiatre, évidemment, d'abord c'est important de savoir comment les gens peuvent s'épanouir, comment ils peuvent se réaliser. Nous ne sommes pas tous faits pareil. Certains vont trouver beaucoup d'épanouissement, j'allais dire, dans la vie en commun, dans servir l'autre, donc d'autres en réalisant des choses pour eux-mêmes, etc. Donc ça, et bien sûr, il y a des démarches individuelles. Mais je crois que l'épanouissement au travail vient de quelque chose qui disparaît. La satisfaction du bien faire. J'allais dire la satisfaction de l'artisan. Je ne parlerai pas du moire, qui bien sûr a des relations très ambiguës avec le travail et avec la productivité, l'économie. Parce qu'on peut même penser que l'art n'a rien à voir avec l'économie, n'a rien à voir avec la productivité, n'a rien à voir avec le travail, c'est autre chose. Mais le mot artisan me plaît bien, parce que dans le mot artisan, il y a l'art quand même. Et dans le mot artisan, il y a construire, il y a faire quelque chose de palpable, qui bien sûr entre ensuite dans l'économie marchande. Mais cette satisfaction de l'artisan qui voyait quelque chose, qui le touchait, qui était satisfait, n'existe plus. On est 7 à ce jour dans cette entreprise. Tout le monde n'a pas les mêmes compétences, mais tout le monde a voix au chapitre. C'est-à-dire que tous les matins à peu près on fait une réunion de chantier sur ce qui va se produire dans la journée sur le chantier, et qu'on estime que c'est à ce moment-là que tout se joue. Toutes les paroles sont autorisées, et tout le monde peut dire oui mais non, moi aujourd'hui je suis un peu fatigué, j'aimerais bien ne pas être sur le toit, je préfère rester en bas. On essaye que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient sur les tâches de finition et les mêmes qui soient sur les tâches de préparation, ça tourne. On essaye que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient sur les tâches physiques et les autres sur les tâches artistiques, on essaye que ça tourne. Et on essaye que tout le monde soit bien d'accord que ça soit organisé comme ça. Il y a des compétences qui sont pas tout à fait semblables pour tout le monde, mais en même temps, il n'y a pas de hiérarchie dans le sens où tout le monde touche le même salaire, tout le monde a le droit de participer à la décision, et tout le monde, à un moment ou à un autre, peut décider de ne pas aller travailler, de ne pas faire cette tâche, demander de... Bon, il n'y a pas de contraintes fortes comme il peut y avoir dans du travail prescrit habituellement dans une entreprise, quoi. Notre salaire à tous aujourd'hui c'est 9 € de l'heure, 9 € brut de l'heure, donc ça fait 20% de plus que le SMIC. Et personne ne travaille à plein temps, on est entre 60 et 90% du temps à peu près en moyenne dans l'année. Ce qui ne veut pas dire qu'on travaille 60% du temps par jour, mais ça veut dire qu'on va travailler 60% des mois de l'année, ou des semaines de l'année. Alors, en quoi consistait cette expérience d'université citoyenne du temps choisi? Eh bien, c'était une expérience parallèle aux 35 heures, qui était une expérience de partager le travail pour inventer un nouvel art de vivre. Alors, ça consistait en quoi? C'était le constat qu'il y avait deux types de personnes, deux catégories de gens, ceux qui pétaient les plombs à trop travailler. Et encore, la semaine dernière, j'ai lu une statistique faite par l'IFAS qui dit que un homme sur 5 est complètement malade et stressé par son travail, et une femme sur 3. Et de l'autre côté, vous avez non pas 3 millions de chômeurs officiels, mais 7 millions. Si on écoute d'autres instances comme le CERC et autres, 7 millions de personnes qui souffrent de ne pas du tout travailler. Alors, notre projet d'université citoyenne du temps choisi était de dire, puisqu'il y a des gens qui sont drogués par le trop travailler, il faut les sevrer, les dédroguer, comme pour le tabac, et donc négocier un mi-temps avec leur employeur, se mettre à mi-temps, et donc avec leur demi-salaire, on rajoute à leur demi-salaire, parce qu'ils partagent le travail, dire que l'embauche d'un demi-chômeur est conditionnée à cette mesure, et à ce moment-là, l'université citoyenne du temps choisi leur versait un salaire de 3 500 francs net par mois, qui correspondait à l'économie que la société faisait sur le coût d'un demi-chômeur en moins. C'était un transfert de charge,
pas d'impôt en plus, c'était simplement de l'argent passif qui devenait de l'argent actif et qui était nécessaire pour ne pas baisser la demande solvable, que les baguettes de pain puissent s'acheter, puisque sinon, si on baisse, si on fait fondre cet argent, ces milliards donnés aux chômeurs, on le fait fondre, c'est autant de demandes solvables en moins pour les entreprises. Donc il faut raisonner à la fois global et local. Et en tant que docteur en économie, évidemment, je raisonne micro-macro. C'est comme ça que Jacqueline, avocate, s'est mise à mi-temps, avec son demi-salaire plus le chèque de temps choisi de 3 500 francs net par mois. Elle a permis l'embauche d'une chômeuse dans son cabinet d'avocat et, avec son chèque de temps choisi, elle a monté des jeux avec des enfants dans des hôpitaux, parce que c'est ça qui faisait sens pour elle, de jouer avec des enfants malades dans les hôpitaux. Et puis après, c'est Anne-Marie qui a monté un rucher école pour enfants, qui était secrétaire dans une association. C'est Gilles qui était animateur radio, qui a monté une revue avec des pays de l'Est. C'est une Algérienne qui a monté un film avec son village d'origine de Kabylie, etc. C'est-à-dire des projets qui font sens localement. C'est ça les projets de temps choisi. Et l'université de temps choisi, tous les mois, tous ces porteurs de projets se retrouvaient à se raconter les uns les autres où ils en étaient dans leur projet de temps choisi. Et cette expérience s'est arrêtée du temps des financements de crédit européens, puisque les chèques de temps choisi auraient dû être des chèques prélevés sur le fonds paritaire pour l'emploi, mais Martine Aubry préférait ces 35 heures, personne ne bouge, et donc les 35 heures ont été une formule rigide de partage du travail, amortie par les grandes entreprises, mais difficilement amortie par les petites entreprises. À la place des 35 heures, on aurait opté pour le partage volontaire du temps de travail beaucoup plus positif. À ce moment-là, on aurait créé des projets de temps choisi dans les quartiers, dans les cours d'immeubles, dans les tours, et à ce moment-là, on n'aurait pas besoin d'embaucher autant de CRS et de gendarmes pour juguler la violence dans cet espace qui n'est ni la famille ni l'entreprise, qui est cet espace intermédiaire où se développaient les projets qui font sens, les projets de temps choisi. Ce que je voudrais dire, et que ce soit bien clair, c'est que mon salaire d'ingénieur divisé par 2 fait encore un salaire décent, tout à fait correct. Mais bon, j'ai beaucoup de collègues qui sont dans la même catégorie que moi et qui ont les mêmes salaires que moi, qui pourraient faire ce choix-là et qui ne le font pas. Je peux faire une parenthèse. Je voudrais faire une petite parenthèse parce que hier on discutait de ça et on disait justement quand on témoigne de notre expérience, ceux à qui on s'adresse, c'est pas les gens qui galèrent et qui sont au SMIG, parce qu'on sait très bien qu'ils peuvent pas payer un loyer s'ils travaillent à mi-temps, mais c'est très intéressant de s'adresser aux personnes de notre catégorie socio-professionnelle qui ont 2 fois plus d'argent que nous, mais nous on a l'impression qu'on vit aussi bien, mais vraiment on vit vraiment bien. Et on a 2 fois moins d'argent que ceux qui sont de notre catégorie professionnelle. Donc c'est eux qu'il nous paraît intéressant de toucher. Voilà, je voulais ajouter ça. Je crois beaucoup à un effet cascade de la politique du temps partiel, mais à condition de commencer par le haut. De commencer par ceux qui ont d'une part les moyens financiers de diviser leur salaire par 2, qui fait encore un salaire. Donc ceux-là, ils ont la possibilité financière de le faire. Et travaillant à temps partiel, ça fait une aspiration vers le haut pour les catégories inférieures. On le voit beaucoup dans la fonction publique, par exemple. Tous les concours de la fonction publique maintenant sont remplis par des surdiplômés. Vous passez un concours niveau bac plus 2, et bien tous les bac plus 5 qui sont au chômage, qui n'ont pas trouvé d'emploi, ils prennent les postes de bac
bac+2, et ceux qui ont juste bac+2, ils se retrouvent à prendre le bac tout court, et ceux qui ont juste le bac, et ceux qui n'ont rien, ils se retrouvent à la rue. Alors qu'en partant par le haut, le fait de passer les catégories supérieures à temps partiel, on permet à tout le monde de monter, et l'ensemble de la société, il gagnerait énormément. D'une part, les catégories supérieures auraient du temps et feraient sans doute mieux leur travail, et d'autre part, on permet sans doute de traiter une partie importante du chômage avec cette aspiration vers le haut des catégories inférieures. Je ferai une comparaison. Quand on a une page dans un livre, pourquoi on peut lire la page? C'est parce qu'il y a des marges autour. Et puis entre les lignes, il y a du blanc. Et bien plus c'est serré, moins le texte est lisible. Et bien quand tu travailles à mi-temps, tu te donnes des marges. Et puis après dans les marges, tu as de la place pour écrire autre chose. C'est là, lui, il fait de l'histoire. Mais c'est pas le plus important, il n'est pas de remplir les marges. Il est de se donner de la marge. Mais c'est pas. Les gens ils disent tout de suite qu'est-ce que vous faites le reste du temps. Mais le problème il n'est pas qu'est-ce que vous écrivez dans vos marges. Il est ce que vous avez de la marge dans votre vie, est-ce que vous respirez. J'ai vécu longtemps avec à peu près ce qui équivalait au RMI, quoi, 2300, 2400 balles. Et ça a duré qu'un temps, quoi. Et puis après, la vie, elle a augmenté. Alors, c'est moi qui ai eu un peu plus de désir, parce que pendant longtemps, j'avais pas d'appartement, j'avais pas de location. J'étais 10 ans sans logement fixe. Je me logeais quand je pouvais. Alors, j'en profitais aussi pour faire des voyages à droite à gauche, toujours économiques, mais... Et puis un jour, j'en ai eu marre. 10 ans sans pouvoir défaire vraiment tes valises, tes cartons, tes machins, c'est un peu chiant. Donc j'ai pris un appartement, et là, j'ai dû me mettre à bosser plus régulièrement, quoi. Mais toujours à temps partiel, quoi. Alors bon, j'ai fait des tas de boulots intéressants, mais même les boulots intéressants, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, t'as fait le tour, quoi, de toute façon. J'avais envie d'autre chose. Donc là, ce que j'ai cherché, c'est un boulot le plus con possible, caissier de station-service, parce que ma passion, c'est la lecture. Et là-bas, j'attends que les gens viennent payer, en attendant, je lis. Donc je suis mal payé, mais j'ai toujours été mal payé, de toute façon. Donc ça change rien, moi je sais pourquoi je suis mal payé, quoi. C'est assez difficile de trouver des boulots à temps partiel quand t'es un mec. Mais bon, j'arrive assez à imposer mon truc, et puis bon, je me démerde pas mal dans mon boulot, donc les gens savent, j'ai une réputation ici, comme j'ai fait pas mal de trucs, je me mettais animateur dans un hôtel, tu vois, j'ai été vendeur de planches à voile, bon, je m'adapte, je parle plusieurs langues, ici c'est une qualité, c'est vachement important. Bon, je suis connu, j'ai une bonne approche avec les gens, mais bon, c'est vrai que plusieurs fois on a insisté pour que je bosse plus, quoi. Mais non, moi c'est ça, Et d'ailleurs, quand ça m'arrive de faire 2 jours de plus parce que mon patron a besoin, mais jamais je le prends en argent. Lui, il voudrait, et moi, je veux pas. Moi, je veux récupérer mes journées. Moi, c'est le sel de ma vie, ça, les journées de libre. Pour moi, le mardi, mercredi, c'est les 2 jours où je bosse, c'est 2 jours morts. D'ailleurs, je te l'ai dit avant qu'on fasse le truc. Le lundi soir, moi, je considère que je suis mort jusqu'au mercredi soir, quoi. Enfin, mort, j'exagère un peu, hein, mais c'est quelque chose qu'on m'a piqué, quoi. C'est mon handicap qui m'a amené à... et la façon dont je m'organise dans la vie de tous les jours, qui m'a amené à réfléchir sur la notion de travail qui structure l'individu, mais qui peut lui être extrêmement néfaste s'il ne pense plus qu'à ça, s'il ne vit que pour se surpasser. Je crois qu'il y a quelque chose presque un peu de malsain, quoi. Ça peut tenir, mais jusqu'à quand? Je veux dire, bon, on a le droit, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas le droit à un moment donné à une faiblesse. Finalement, je me suis aperçu que oui, on devenait un peu des espèces d'icônes d'efforts, de surpassement de soi, et que moi qui me moquais souvent des documentaires à la télévision sur ces athlètes handicapés qui se surpassent, ces types qui allaient sauter en parachute ou je ne sais quoi, ou en delta, aveugles ou paraplégiques, et qu'on montrait, je dis mais enfin à chaque fois on nous montre des héros et tout. Mais finalement, je me suis aperçu que moi-même, je pouvais devenir, aux yeux
des gens qui m'entourent, ou même d'un reportage à la télévision, une forme de héros professionnel qui surpasse son handicap et tout. Et là, je me suis posé la question, parce que je me suis dit, après tout, moi aussi, j'ai le droit à la paresse, j'ai le droit à avoir des moments de découragement, j'ai le droit de me dire que, le travail, m'apporte un statut social, une confiance en moi parfois, puis parfois des doutes aussi, beaucoup de doutes. Ce que je pense plus globalement du monde du travail aujourd'hui, c'est que évidemment il est dans des grands bouleversements pour plein de raisons, qui sont des raisons d'évolution des technologies, qui évidemment accélèrent beaucoup de mutations dans le monde du travail. Et ce que je constate, c'est que là, l'interrogation sur l'impact sur les gens est très peu faite. C'est-à-dire qu'on est en train simplement de réfléchir en termes de performance économique, c'est-à-dire des grands enjeux économiques qui existent dans tous les pays aujourd'hui, et que les réponses sont faites dans cette dimension, mais pas dans la dimension humaine. Ça, c'est ma première constatation. Ma deuxième constatation, et ça c'est terrifiant, de mon point de vue, c'est que le travail, et en tant que psychiatre, c'est une évidence, est un lieu formidable de construction d'individus, de son identité. Et on voit bien en effet chez les gens qui ne travaillent pas. Au-delà, évidemment, des conséquences économiques et sociales que cela, dramatiques souvent, mais que les répercussions psychologiques sont redoutables, parce que l'identité ne se construit pas sans le travail. Donc le travail doit être un lieu de construction et d'épanouissement. Voilà le mot prononcé, l'épanouissement au travail. Et qu'on a le sentiment que cette préoccupation d'épanouissement au travail est complètement absente des débats actuels. On parle plus, j'allais dire, des contreparties à la pénibilité du travail. Par exemple, les gens qui ont des métiers difficiles, eh bien, on se dit, il faudrait peut-être qu'ils partent à la retraite à 55 ans, puisque leur métier est pénible. Et c'est logique que ces questions soient posées. Mais pourquoi ne consacre-t-on pas autant d'énergie à lutter contre cette pénibilité, plutôt que d'essayer d'en tirer des avantages divers? Bon, ça c'est la deuxième constatation. Puis la troisième constatation, c'est bien en effet le fait que le monde du travail doit se construire avec tout le monde. Pour moi, la réduction du temps de travail, c'est pas seulement souhaitable pour supprimer le chômage, bien sûr, mais c'est surtout extrêmement important pour redonner aux gens du temps pour assumer leur vie, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, le travail est devenu une drogue. Les anglo-saxons parlent de workaholisme, l'alcoolisme du travail, et c'est vrai que les gens, et c'est la logique du travailler toujours plus pour abrutir les gens. Pendant ce temps-là, ils ne pensent pas. Je crois qu'on a totalement gommé toute une partie de la vie qui, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, représentait pour la plupart des sociétés pratiquement la moitié de la vie active, la moitié du temps de vie éveillé, qui était la vita contemplativa. Il y avait deux parties, la vita activa, la vie active, et la vie contemplative. La vie contemplative, c'est celle que menaient les moines dans les couvents, etc., mais aussi les individus avec les jours fériés. Enfin, c'était le fait d'avoir du temps pour penser, pour réfléchir, pour rêver, pour jouer, Et à l'heure actuelle, on a une peur quasi panique que les gens aient du temps, qui ne soit pas absorbé continuellement dans le divertissement au sens pascalien du terme. Alors, donc, importance de retrouver cette vie contemplative, et aussi, bien évidemment, de retrouver cette part de la vie qui, pour les Grecs, était la seule qui méritait d'être vécue par l'homme, la vie politique, la praxis, c'est-à-dire être citoyen dans la cité. Et d'autre part aussi, une troisième forme auquel Hannah Arendt attachait une grande importance, l'œuvre, c'est-à-dire justement ce sur quoi on a construit le fantasme du travail dans la propagande, c'est-à-dire l'activité consistant à transformer la nature, faire cultiver son jardin, peindre, faire de la musique, enfin toutes les activités qui sont extrêmement épanouissantes pour l'individu.
la notion de travail, revendiquer un autre rapport au travail, travailler moins, ça ne peut pas se penser, ça ne peut pas s'obtenir sans réfléchir à tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire une politique du revenu différente. J'aurais peut-être pu donner l'exemple des politiques urbaines, c'est-à-dire que si on continue à faire vivre les gens dans des cages à lapins, on peut leur donner plus de temps. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans ces cages à lapins? Si on continue à avoir une politique éducative qui est extrêmement restrictive, où on apprend seulement ce qui est nécessaire pour être employé, les enfants n'apprendront jamais que dans la vie on peut faire autre chose qu'être employé. Donc la question du travail, d'un autre rapport au travail, c'est la question de... Ça ouvre à une réflexion sur d'autres politiques, d'autres politiques éducatives, d'autres politiques urbaines, d'autres politiques sociales.